C'est pas que la société, pour moi, la Ville de Québec est raciste, mais ça existe quand même. Il faut reconnaître que ça existe. Il faut reconnaître qu'on a des capacités de faire en sorte que cette ville soit plus inclusive. Moi, je pense qu'on se dirige de bons pas vers la destination, mais on ne doit pas arrêter en si bon chemin. On doit accélérer même le pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est exclu, on souffre tous. On paye tous le poids de l'exclusion d'une personne. On paye tous la perte de sa contribution. Alors, on a l'obligation de porter un regard juste sur soi, juste sur nos pratiques. Comme ville, là, est-ce que nous sommes inclusifs? Est-ce que nous portons une voix inclusive? On a l'obligation de se regarder dans le miroir et d'améliorer les choses. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Expert en parle. On dit de lui que c'est un homme fonceur, un homme déterminé, un homme authentique, un homme vrai. Mais tout cela, est-ce que c'est vrai? En tout cas, nous avons le privilège d'être reçus aujourd'hui par le 38e maire de Québec, M. Bruno Marchand. Bonjour, M. Bruno. Salutations. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de nous recevoir ici à la mairie. Ça fait plaisir. Alors, M. Marchand, déjà 100 jours, on aimerait savoir comment vous vous sentez après ces 100 jours. Quel est le bilan? Je pense que c'est un bon bilan. C'est un bon bilan parsemé de choses qu'on voulait faire et parsemé de crises, de choses inattendues qui sont venues s'ajouter à ce qu'on devait gérer. Mais je pense que les gens nous disent qu'on les a bien gérés. Alors, c'est un bon départ. On n'est pas rendu à destination. Il reste plein de choses à faire, mais on est content de ce qu'on a pu commencer à mettre en place dans 100 jours. Comment est-ce que vous gérez cette lourde décision que vous aviez prise? D'ailleurs, quelle a été l'étincelle d'être maire d'une ville de... Bien, d'abord, c'est que j'ai perdu un pari, donc j'ai été obligé... Non, c'est pas vrai. J'assume la raison pourquoi, qui est toujours véridique, pourquoi je me présentais, c'est celle de dire, je pense qu'on peut servir, on peut travailler à rassembler des gens pour faire en sorte de contribuer à ma façon à une ville. Mais à le faire avec du monde. Donc ça, pour moi, ça n'a pas bougé, ça n'a pas dérogé, cette idée de rassembler une communauté, de travailler à des grands principes, réduire les inégalités sociales, l'inclusion, une économie forte, une économie de quartier, de proximité. Je crois toujours à cette profonde mission qui est celle d'une ville de créer un lieu où les gens peuvent être heureux, peuvent s'émanciper, peuvent développer quelles sont leurs passions. Maintenant, à partir de là, on décide de se présenter. Et une fois qu'on se présente et qu'on est élu, bien, il y a ce qu'on s'attendait, puis il y a ce qu'on ne s'attendait pas. Alors, il y a beaucoup de choses duquel j'avais des attentes qui étaient assez précises, mais aussi une somme de choses qu'on ne peut pas comprendre la fonction tant qu'on ne l'a pas habité. Et en l'habitant, ne serait-ce que juste sur la question des crises, là, c'est phénoménal la quantité qu'on a. Oui, oui. Alors, c'est nouveau, c'est intéressant. Une bonne équipe qui supporte, des gens vraiment dédiés, alors ça facilite les choses. Est-ce qu'on a vu le vertige le lendemain de votre... Ah oui, oui. Vous n'avez pas eu peur à un moment donné? Le soir même. Ouais. Le soir de l'élection, quand après tout le brouhaha et les revirements, etc., là, quand je suis tout seul dans ma chambre d'hôtel à 2h, 3h du matin, là, il y a un petit... Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Et dans quoi je me suis lancé? Dans quoi je me suis lancé? Moi, je me suis lancé, là. Exactement. Oui. Et vous étiez prêt quand même? Oui, oui. Je pense que les 100 jours l'ont démontré, que l'expérience, que la qualité de nos élus, l'administration, on n'est pas seul là-dedans. Là. Tout n'est pas à repartir à zéro. Faut pas prétendre en politique, quand on arrive, qu'avant nous, c'était le déluge, puis qu'après nous, ce sera aussi le déluge. Il y a un avant. Cette ville-là, là, plus de 400 ans d'histoire. Il y a des gens qui l'ont construite, il y a des gens qui continuent de la construire. Et nous, on prend le relais. Hein. C'est un témoin qu'on prend et qu'on va passer à quelqu'un d'autre après. Donc, on n'est pas, c'est pas la fin du monde là, avec nous. Là. C'est vraiment des gens qui continuent de construire une ville et qui vont passer le témoin à d'autres. Je rebondis sur le mot témoin. Du témoin que vous avez pris du maire Labombe. Oui. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous avez? Bien, je pense que ce témoin-là, il a fait un travail colossal. Il nous laisse des très bons côtés, ne serait-ce que sur le volet économique, sur le volet social, sur le volet de profondément croire à sa ville. On prend des choses qui étaient déjà bien avancées. Et on en ajoute d'autres. Il y a des choses sur lesquelles on change, des choses sur lesquelles on ajoute, et des choses sur lesquelles on continue. La politique, pour moi, ne doit pas être une politique de terre brûlée.
Les politiciennes et les politiciens qui arrivent et qui disent avant, tout est mauvais. Grâce à moi, maintenant, tout change. À moins que ce soit vraiment catastrophique, je trouve que c'est vraiment manquer d'humilité. C'est vraiment manquer d'humilité. Et vous, qu'est-ce que vous croyez de ces quelques 100 et 103, 104 jours? Qu'est-ce que les citoyens pensent de vous? Il faudrait leur demander. Que vous avez Ben, le retour est bon. Mais ceux qui m'aiment pas, ils me le disent pas. Hein. Ils viennent pas dans la rue et me disent « Hey, toi, je t'aime pas, c'est pas bon, j'y crois pas. » Mais ceux qui viennent, on peut pas juste se fier sur eux, mais ceux qui viennent, c'est très positif. C'est beaucoup d'appréciation, beaucoup de remarques positives. C'est généreux de leur part, là. Ce sont des gens qui ont envie de construire leur ville, qui l'aiment passionnément et qui, je pense, pour qui, avec les élus, avec notre équipe, on insuffle un vent nouveau. Ça, c'est positif. De ces quelques jours, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, sans entrer dans le vif du sujet? Parce qu'on va y arriver. Ouais, je dirais la quantité phénoménale de crises qui rentrent dans le bureau du maire chaque jour. Okay. Ouais. Bon, ça prend une bonne équipe pour gérer ça. Ça prend une bonne équipe, ça prend une capacité de gérer la nervosité, l'anxiété de façon phénoménale, sinon on ne dort jamais. Donc, il faut être capable à un moment donné de travailler les 12, 15 heures, 17 heures nécessaires, puis après ça, quand on se couche, demain sera une autre journée, les promesses de l'aurore seront à nous, puis on recommencera. On donne le meilleur de nous-mêmes, on se prend au sérieux, mais on fait son travail avec sérieux, mais on accepte quand même de se voir comme un rouage et non pas comme la roue au complet. Alors, actuellement, je vais commencer à rentrer dans le sujet. Quelle est la relation de la ville de Québec, votre relation avec le maire Lehouillier de Lévis? Ah, c'est bon. C'est bon? Oh, oui, c'est bon. On se connaissait déjà, M. Lehouillier et moi, parce qu'il était un grand contributeur de Centraide. Il a toujours cru à Centraide, à l'impact du développement social dans une ville. Donc, on avait des affinités. Et depuis que je suis maire, on s'entend très bien. On a des projets communs. Évidemment, il y a toute sa réalité à gérer, j'ai toute la mienne, mais on a vraiment une vision commune de développer la région ensemble. Parlant du troisième lien. Bien, on a des visions différentes un peu, dans le sens où lui, il est très favorable. Il souhaite que ça soit construit rapidement. Moi, je suis plus attentiste en disant, attendons de voir les preuves, la démonstration. Le gouvernement a encore dit que le projet allait changer. Alors, pourquoi pas attendre de voir quel sera le projet final pour se dire est-ce qu'on est favorable ou pas. Vous avez toujours été très réticent. Bien, très, je dirais nuancé. Attendre d'avoir les preuves, d'avoir la démonstration que le projet, il n'y a personne qui sait exactement ce que sera le projet. Le gouvernement dit qu'il ferait un projet ajusté qu'il présenterait dans les prochains mois. Donc, on va attendre de voir quel sera ce projet, quelles sont les preuves, en quoi il répond à nos craintes, et après ça, on pourra se positionner. Par contre, vous êtes très, très, très pro le tramway. Oui. Pourtant, c'est presque la même situation. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Ah non, on le sait. Oui. Monsieur le maire. Ah non, je vous jure. Monsieur le maire. Oui, je vous jure. Ah non, on sait que le tramway, d'abord, il n'est pas dans un... C'est pas un projet qui est dans ses premiers balbutiements. C'est pas un projet qui est encore à présenter. C'est un projet qui est très, très avancé sur le trajet, sur le type, sur le parcours qu'il va faire. Des conséquences? Oui, il y a des conséquences. Sur la société? Oui, mais beaucoup... Sur les citoyens et citoyennes? Absolument, mais il y a beaucoup de conséquences positives. Beaucoup de conséquences positives sur la mobilité. Sacrifier quelques personnes? Pas des personnes, je ne pense pas qu'il faut sacrifier des personnes. Il y a des choses, par exemple, les gens nous disent, il faudra couper des arbres. Oui, il y a des arbres qu'il faut couper. Des maisons? Non, très peu. Il y en a, mais très peu. Sur la tranchée en bas, vers Limoilou, je pense. Il y a très peu de maisons. Il y a des expropriations qui auront lieu, mais la plupart, ce sont des expropriations partielles. Des expropriations complètes, il y en a quelques-unes, évidemment, mais ce n'est pas légion. Il y a des expropriations partielles où on prend des bouts de terrain pour pouvoir avoir l'espace nécessaire. Mais rappelons-nous que sur la mobilité, et pas juste sur le lieu du tramway, partout en ville, ça va l'améliorer. Nous sommes la seule ville au Canada à ne pas avoir un transport structurant dans les villes de plus de 500 000 personnes. Sur l'économie, 4 milliards de dollars vont être investis dans la région. Là. Qui peut dire non à ça? Dans une période de relance, 4 milliards. Pour faire quoi? Pour améliorer la mobilité, mais aussi améliorer tout le volet de l'environnement. Parce que chaque fois qu'on va prendre un tramway, c'est un tramway qui va être électrique, qui va permettre de préserver des GS, des émissions de GS. C'est 60 000 tonnes sur 15 ans, incluant les émissions lors de la construction. Donc, il y a une économie de GS. Vous et moi, quand on pense à nos réalités, on est peut-être dans une réalité où on se dit, peut-être oui, peut-être non, le tramway, mais quand on pense à nos enfants, quand on pense aux générations qui vont nous suivre, à travers les changements climatiques, elles vont avoir besoin qu'on ait construit des façons de se déplacer dans la ville qui sont sobres en carbone. L'économie de demain, ce seront des économies sobres en carbone, ce sont des économies qui permettent la mobilité en ville, mais en diminuant les effets sur l'environnement. Parce que si on veut sauver la planète pour les vôtres, les plus jeunes, ceux qui vont suivre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, il ne faut pas juste penser à nos besoins en 2022, il
Il faut penser à nos besoins en 2030, en 2040, et ça, le tramway répond à ça. Absolument. Alors, monsieur, mais c'est vrai qu'on parle de tramway, on parle d'économie. J'aimerais d'abord rebondir. Vous semblez pas être en accord avec le ministre de l'Environnement tout dernièrement, ça fait pas quelques jours, quelques heures peut-être, sur le nickel. Ouais. C'est quoi vos arguments pour être contre eux? Ben d'abord, en fait, c'est plus l'inverse. Quels sont les arguments qui nécessitent que maintenant nous augmentions la norme qui permet plus d'émissions de nickel dans l'environnement? Et quand on regarde le pourquoi, on ne voit pas d'argument. Il n'y a pas présentement, à notre connaissance, parce qu'on ne nous en a pas fait une démonstration, de gisement à explorer. Le seul gisement qui est exploré dans le nord du Québec, l'entreprise qui en fait l'exploration ne souhaite pas augmenter sa production de nickel, son exploration, son extraction de nickel. Alors, présentement, on a des enjeux. On dépasse une norme qui est fixée à 14 nanogrammes par mètre cube. On veut l'amener à 70. Mais on n'a pas de moyen de savoir comment on va faire pour faire respecter la norme. On n'a pas de moyen de mesurer cette norme-là. On ne saura pas qui en expose davantage. Alors, pour la santé des citoyens, pour la santé à court terme et la santé à long terme, par principe de précaution, on ne peut pas accepter une hausse de norme de nickel sans connaître ses effets, sans être capable de mesurer et de savoir si on va la faire respecter, d'amener des contraintes coercitives auprès des contraignants, de ceux qui vont aller émettre plus de nickel dans l'air. Si en 2022, on se dit pour l'environnement, pour la santé globale des citoyens, c'est injustifiable présentement d'augmenter la norme. Ben, il s'appuie sûrement sur des recherches scientifiques. Absolument. Il s'appuie sur certaines recherches scientifiques, mais d'autres recherches scientifiques viennent dire que par principe de précaution, il faut être prudent. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que peut-être qu'il y a des recherches qui diront on pourrait hausser la norme. Moi, j'ai besoin d'être convaincu encore. Mais avant toute chose, il faut d'abord s'assurer que peu importe la norme que nous aurons, on va être capable de la faire respecter et que les contrevenants vont être punis, qu'on va être capable de les identifier. Parce qu'avoir une norme, peu importe laquelle, si on la dépasse ad nauseam, si on la dépasse en toute impunité, elle sert à quoi cette norme-là? Alors on est en train de dire que vous pouvez émettre du nickel dans l'air, c'est pas grave, même s'il peut y avoir des dangers pour les citoyens. La réponse est non. Nous sommes à la défense de nos citoyens. Et il ne faut pas oublier que dans les quartiers de Québec, et c'est pas juste les Limoilou, Beauport, Saint-Sauveur, Saint-Roch. C'est les quartiers les plus touchés, monsieur. Oui, et pas juste par le nickel. Par aussi d'autres contaminants sur lesquels il faut aussi ajouter qu'une norme de nickel qui permet d'ajouter du nickel, bien, ça ajoute plus de contaminants. Alors là, notre réponse, elle est claire. Parlons de ça, j'aimerais savoir c'est exactement quoi votre plan de développement économique. Parce que beaucoup de citoyennes et citoyens aimeraient savoir où est-ce qu'on va économiquement. Surtout lorsqu'on pense cette traversée de la Covid où il y a les conséquences sont désastreuses. Oui. Est-ce que vous avez retouché votre plan de développement économique? Où est-ce qu'on va? Alors, on le présente demain à la Chambre, mais c'est un plan qui inclut des zones de Québec à développer, des zones de Québec à revaloriser, qui inclut de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre, qui inclut de prendre soin de nos commerçants, de favoriser l'entrepreneuriat local, de favoriser l'économie circulaire, l'économie sociale, d'avoir une économie qui va être axée sur le développement durable. On est vraiment dans cette nouvelle économie où on va soutenir nos gens, on va leur permettre d'innover, parce que l'innovation c'est important, et de faire en sorte que Québec se démarque dans cette conjoncture où notre compétitivité, là, elle n'est pas contre nous. Hein? Elle est contre les autres villes dans le monde qui compétitionnent pour attirer ici des grandes entreprises, qui compétitionnent pour avoir un produit qui est vert, un produit qui va être exportable, mais qui va avoir un label vert. Alors, c'est ça nos défis. C'est pas entre nous, nos propres entreprises ici. On est en concurrence avec le monde et il faut se démarquer et ça suppose de travailler ensemble. Travailler ensemble, j'aime bien le terme. Actuellement, je vais attaquer un triste point, un point qui brûle l'actualité, à savoir l'Ukraine. Oui. Monsieur le maire, vous êtes pas politicien, donc ma question est simple. Aujourd'hui, on parlait d'économie, ça fait quelques secondes. Aujourd'hui, on sait que la Russie est l'une des premiers producteurs du gaz, du pétrole, du blé et d'autres points qui sont consommés par le Québec. Oui. Quel va être l'impact des sanctions imposées par l'Europe, bien sûr, et bien sûr, y compris l'Amérique du Nord, sur la Russie? Quel va être l'impact? Quels seront les impacts sur notre économie à nous? Bien, nécessairement, il va y avoir des impacts. Parce que même si une grande partie du gaz russe se dirige vers l'Europe, même si notre gaz à nous provient en général de d'autres pays, c'est sûr que la rareté
de ce type de gaz-là qui va devoir être exporté vers l'Europe pour répondre aux besoins, ça va nécessairement, probablement traîner un prix à la hausse. Il y a peut-être des biens pour lesquels il va y avoir des prix à la hausse. Alors évidemment, quand on joue dans le système mondial, notamment de paiement, on espère les effets, mais est-ce qu'on peut être assuré de tous les effets qu'on souhaite? C'est à voir. Alors, c'est sûr qu'il risque d'avoir des effets pour les gens d'ici, notamment dans le prix à la pompe, notamment dans le prix de certains produits. C'est des effets qu'on vit déjà avec l'inflation. Hein? Il y a déjà une inflation qui est en hausse et duquel il faut être très, très vigilant et très proactif à contrôler les coûts parce que sur certains coûts liés à l'alimentation, c'est élevé. Alors, ça s'inscrit dans une perspective plus globale duquel il faut être vigilant. Et c'est pour ça que nous, dans notre cas, on est venu, entre autres, avec un crédit de taxe à nos commerces qui avaient des difficultés, notamment au sortir de la pandémie. Mais comme ville, il va falloir être vigilant, voir où sont les secteurs névralgiques, où sont les secteurs où il y a des enjeux, des faiblesses et venir soutenir. Donc, quel que soit le cas, vous serez là pour soutenir. Et on trouvera les façons. Il y a différentes façons de soutenir. Parce que l'essence à la pompe peut monter à 1,68 si... Oui, puis certains experts parlaient que ça pourrait se rendre jusqu'à 2. Okay. 2 $ du litre. On verra. Ce sont des prévisions, puis il n'y a personne qui a la boule de cristal exacte, mais effectivement, ça a de l'impact pour le consommateur. Que vous pouvez prendre le titre que vous voulez pour répondre. Quel est votre ressenti par rapport à cette situation-là? Ben, c'est étonnant qu'en 2022, on ait encore besoin d'une guerre pour régler les différends. C'est étonnant que malgré l'histoire, et on sait les effets des guerres sur les populations, évidemment les morts, les blessés, mais sur la séparation des familles, sur tous les enjeux que ça crée. Pensons aux gens en Ukraine aujourd'hui qui dorment dans le métro pour pouvoir se protéger des bombes. C'est à la fois des scènes traumatisantes, c'est un trauma pour la suite. On a encore besoin en 2022 de s'attaquer, de faire la guerre, de dépenser des fortunes en armement alors qu'il y a des gens qui ne mangent pas. On a encore besoin de la guerre pour résoudre nos conflits. Je ne sais pas quoi dire. Contre cette situation? Ah ben, évidemment. Il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui en souffrent. On va faire un petit glissement. Monsieur, mais vous savez que nous sommes le média de la diversité, des communautés, de la diaspora et du vivre ensemble. Déjà, avant d'entrer dans le dernier volet, à savoir le volet socio-culturel des communautés, quel a été votre secret pour gérer le convoi de la liberté sans heurts, sans soulèvement et je veux dire... Comment vous avez fait ça? Ben, je dirais d'abord, il y a des choses qui... J'ai eu beaucoup trop de crédit que ce que j'en méritais. OK. Je pense d'abord que... Moi, là, mettons que si on compare ça avec un orchestre symphonique qui joue, je n'étais même pas le chef d'orchestre, j'étais le gérant en arrière de l'orchestre. Donc, je n'ai pas joué d'instrument. Ce sont nos policiers, nos employés, nos femmes et nos hommes de la ville qui ont fait un travail colossal. Oui, et oui, on donne une intention. Mais après ça, c'est les joueurs qui jouent. Le gérant, là, il engage des joueurs, mais après ça, c'est eux qui gagnent la Coupe Stanley, c'est pas moi. Mais c'est le gérant qui est saqué s'il y a un problème. Moi, je suis de cet avis que le gérant est imputable. Donc, le politicien, ici, c'est à lui de prendre la responsabilité. Mais quand on gagne, c'est la faute de l'équipe. Et si on perd, c'est à moi de prendre la responsabilité. Alors, on a gagné, c'est la faute de l'équipe. Ce sont nos équipiers, nos équipières qui ont fait la différence. Il faut le dire, le souligner à grands traits. Nos policiers, nos policières, ce sont nos employés de la ville. Et c'est fou comment une manifestation comme celle-là mobilise des gens. C'est énormément de gens qui ont travaillé à différents degrés pour réussir à... Et les manifestants qui se sont pointés avec une cause qui est la leur, qui n'est pas la mienne, qui est la leur, mais qui ont bien fait les choses. Ça aussi, ça fait partie du succès, il faut le dire. Moi, à partir de là, je prends le petit peu qui peut me revenir, celui d'avoir donné une intention et d'avoir dit, bien, ça ne sera pas Ottawa, ça ne sera pas un siège. Ça ne sera pas, ici, on fait n'importe quoi, non. Manifester, réclamer, crier haut et fort ce qu'on revendique, je suis d'accord. Et je serai toujours là pour protéger les droits des manifestants, peu importe leur cause, que ce soit ma cause ou pas. Mais, pas n'importe comment. Jamais n'importe comment. Monsieur le maire, on rentre dans le cœur aussi de notre rencontre, les communautés culturelles. Oui. C'est un secret de polichinelle que Québec, l'installation des communautés culturelles à Québec est très récente. Et actuellement, lorsqu'on requiert de l'évolution
on se demande, vu la position du gouvernement Legault, est-ce que vous croyez que Québec recevra de plus en plus, bien sûr, des personnes issues des communautés culturelles? Bien, je pense qu'on doit faire tous les efforts pour être plus attractif, compte tenu de nos besoins. Ouais. Mais au-delà des besoins de pénurie de main-d'œuvre, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais on n'accueille pas ici des gens pour combler un besoin de pénurie de main-d'œuvre. Si on fait juste ça pour cette raison-là, on est dans une mercantilisation de l'humain que j'aime pas. Alors oui, ça peut faire partie des objectifs qu'on sert, mais c'est aussi accueillir quelqu'un, c'est aussi lui ouvrir les portes, lui dire voici quelles sont nos valeurs, notre cadre dans lequel tu viens t'intégrer, mais tu auras toute la place pour t'émanciper. Tu auras toute la place pour être toi-même à travers ce schème de valeurs, à travers cet élément des éléments qui sont non négociables. Il y a le reste, c'est de la place pour toi. Viens nous aider à construire cette ville. Amène ton génie, amène ta folie, amène tes inventions, amène ton désir de contribuer avec les tiens. Il y a une place pour toi. Alors pour moi, Québec doit être plus attractive, doit être plus accueillante. Elle doit faire en sorte que d'accueillir quelqu'un, peu importe sa provenance, qu'il vienne de Calgary, qu'il vienne de Djibouti ou qu'il vienne de l'Ukraine, accueillir quelqu'un, c'est pas juste offrir un manteau d'hiver et une carte assurance maladie, c'est prendre soin de quelqu'un. C'est de l'aider à trouver ici un emploi, de l'aider à trouver avec les siens un emploi, de trouver le cheminement scolaire pour ses enfants, de faire en sorte que cette personne-là soit ici chez elle et contribue à notre mieux-être à tous. Malheureusement, l'actualité a fait mention ces derniers temps d'une recrudescence des violences, des meurtres, des tueries des jeunes. Je ferai surtout mention au niveau de Montréal. Et je pense que vous êtes autant informé que moi de l'actualité. Ouais. Et aussi des injustices qui se passent. S'il faut juste citer le cas de Mamadi Camara. Quelle est votre politique? Quelle est votre vision pour pouvoir non seulement essayer d'éradiquer ce qui est déjà là, ou alors en l'enrayant complètement, ou alors d'anticiper sur ce qui pourrait venir de la région? Ah oui, non, mais il faut anticiper. Il faut anticiper. Il ne faut pas penser que ce qui se vit à Montréal n'arrivera pas ici. Il ne faut pas se penser que ce qui est à 250-300 km, par magie, n'arrivera pas. À chaque fois que dans la pandémie, on a pensé qu'on ne serait pas touché par une vague, on l'était juste un peu plus tard que les autres. Alors, l'obligation que nous avons, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Apprendre, toujours apprendre des autres, pas juste apprendre quand on le vit. Comment on fait pour être une communauté plus inclusive? Comment on fait pour être une famille? Comment on fait pour celui qui diffère de moi, lui dire, tu fais partie de la famille, tu es ici chez vous, et tu as le droit au même traitement que les autres, le même traitement équitable et égal que les autres. Donc, à travers une certaine ghettoisation, qui est, à mon avis, pas acceptable, on se doit de regarder ce qui se passe ailleurs et de dire comment on fait pour éviter ça. Parce que plus on s'en... On va les faire pour éviter ça. Bien, on a d'abord notre conseiller qui travaille sur le vivre ensemble, il n'est pas le seul, mais qui le porte, c'est David Weiser, qui nous amène ailleurs avec ce que la Ville veut faire, son plan d'inclusion sociale, son plan pour travailler la diversité. La Ville est à pied d'œuvre pour travailler là-dessus, avec une bonne vision qui est à corriger, qui est à bonifier, qui est à toujours améliorer, mais pour faire en sorte qu'il y ait une place ici pour tous les gens qui sont ici. On ne peut pas se permettre de se priver de coéquipiers. Dans les défis qui sont les nôtres présentement, il n'y a personne qui doit rester sur la touche. Et c'est notre travail comme Ville d'être plus inclusif. C'est notre travail comme Ville d'ouvrir la porte à la diversité. C'est notre travail comme Ville de faire en sorte que nos événements culturels, nos événements sportifs ouvrent ces portes-là. Et qu'on soit une ville qui permette à tous et chacun, peu importe leurs origines, peu importe leurs différences, de se sentir ici, chez eux et chez elles. Monsieur le maire, on vous a vu dernièrement à la 5e commémoration de la tuerie de la mosquée. Qu'on pense à ça, qu'on pense aussi à la tuerie barbare ici en ville de Halloween, qu'on pense aussi aux jeunes, je parlais tout à l'heure du jeune Pacifique. Monsieur le maire, permettez-moi de vous demander qu'est-ce que vous pensez de la discrimination systémique? Bien, vous voulez... moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que tout ce qui est geste raciste, tout ce qui est geste d'intolérance, tout ce qui est geste d'exclusion, on a encore des enjeux, malgré nos enjeux, notre taux d'emploi, on a encore des gens qui sont discriminés à l'emploi. C'est pas que la société, pour moi, la Ville de Québec est raciste, mais ça existe quand même. Il faut reconnaître que ça existe. Il faut reconnaître qu'on a des capacités de faire en sorte que cette ville soit plus inclusive. Moi, je pense qu'on se dirige de bons pas vers la destination, mais on ne doit pas arrêter en si bon chemin. On doit accélérer même le pas.
Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est exclu, on souffre tous. On paye tous le poids de l'exclusion d'une personne. On paye tous la perte de sa contribution. Alors, on a l'obligation de porter un regard juste sur soi, juste sur nos pratiques. Comme ville, là, est-ce que nous sommes inclusifs? Est-ce que nous portons une voix inclusive? On a l'obligation de se regarder dans le miroir et d'améliorer les choses. Alors, je pense, on était là, j'ai bien écouté votre discours le jour lors de cet événement. Vous étiez très émotif et puis on a senti une franchise. Oui. Et je me rappelle aussi de notre dernière entrevue avant que vous ne soyez même élu maire. Déjà, félicitations, on n'a jamais eu le temps de le dire. Prenons ça pour acquis. OK. Alors, vous étiez très intransigeant par rapport au racisme. Oui. Aujourd'hui. Ah, je le demeure. Est-ce que vous serez ouvert à faire à monter une équipe qui aille faire vraiment des analyses comme... je pense qu'il y a eu des recherches au niveau de Montréal et... Ah oui, absolument. Oui. Même, oui. Il faut être capable de mesurer, d'étudier. Dans les façons de faire, des fois, il n'y a pas toujours une volonté de créer de l'exclusion, mais il faut être capable de mesurer est-ce qu'on en crée quand même. Il faut être capable de voir comment on fait pour faire en sorte... Alors, la mesure, et ça a déjà été dit notamment par le chef de police, qui a une ouverture à travailler avec l'Université Laval pour s'assurer que nos pratiques permettent cette inclusion-là, permettent aux gens de se sentir représentés à travers différentes instances de la ville, la police, la ville, nos employés, nécessairement. Et au niveau de la ville, au niveau de la mairie, est-ce que la représentativité y est, monsieur? Bien, je pense... Vous voulez dire au niveau des élus? Ben oui. Bien, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'il y a des gens qui sont issus de la diversité, mais ce n'est pas en quantité suffisante. Il y en avait lors des élections. Il y en a qui ont été présentés comme futurs conseillers conseillères. Certains n'ont pas été élus. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Nous sommes presque sur la fin de notre entrevue. Comment comptez-vous faire sortir très rapidement Québec de cette situation pandémique qu'on se projette très rapidement? Bien, qu'est-ce que vous je pense que dans les chances que nous avons, tout le soutien qu'on offre au secteur en difficulté, c'est une façon de s'en sortir. Le crédit de taxe, notamment aux secteurs commerciaux qui ont été les plus touchés, c'est une façon de s'en sortir. Ce qu'on ajoute par rapport à nos budgets dans les initiatives économiques, ce qu'on ajoute par rapport à des projets que nous avons, qu'on lance, ce qu'on ajoute sur la mobilité, le tramway, la construction du tramway, ce sont des éléments qui vont permettre à la fois à notre économie, à notre social, à notre mobilité, de retrouver leur lettre de noblesse. Mais on a la chance que malgré la pandémie, notre secteur de l'emploi s'est bien porté. Mais il faut améliorer notre taux d'emploi. Notre taux de chômage est bas, mais notre taux d'emploi n'est pas assez élevé. Il faut trouver des solutions à des enjeux qui sont les nôtres, notamment sur le développement durable. Se préoccuper du développement durable, c'est pas juste se préoccuper d'environnement, c'est se préoccuper de développement économique, de développement social et d'environnement. D'être capable d'amener de l'innovation pour faire en sorte qu'on va résister à ces changements climatiques, ça va nous permettre aussi de rebondir. Parce que c'est pas vrai que les changements climatiques n'auront pas lieu. On l'a vu cette semaine, il y a eu un rapport, on va être touché. Alors prévenons le coup, essayons d'être agiles et le plus possible prophylactique pour faire en sorte qu'on ait le moins possible les effets. Ma dernière question, monsieur le maire. Les jeunes, les femmes et les jeunes d'aujourd'hui sont très ambitieux. Cependant, une analyse a démontré qu'ils sont très, très hyper anxieux par rapport à leur situation, à leur développement dans la ville de Québec. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les retenir? Il y en a beaucoup qui s'en vont tout le temps. Oui, mais je ne sais pas si l'anxiété a un lien avec ça. Parce que mon impression, c'est que l'anxiété a grimpé chez les jeunes, la pandémie était dure chez les jeunes, mais ça, c'est partout. C'est partout, c'est pas juste à Québec. Ça ne veut pas dire que des gens ne nous quittent pas, là, mais moi, j'ai horreur quand quelqu'un part de Québec. Il y a quelque chose qu'on a... C'est normal, ça arrive, mais mon but, c'est d'en attirer ici, puis c'est de garder ceux qui sont ici. Alors, est-ce que l'anxiété fait partie de ça? Je ne suis pas sûr qu'ils seront moins anxieux à Montréal ou qu'ils seront moins anxieux ailleurs. Mais comment on fait pour garder nos jeunes? Comment on fait pour les mobiliser? Comment on fait pour leur dire qu'ici, c'est une ville où il n'y a rien qui est impossible? Que ce soit musicalement parlant, que ce soit économiquement parlant, que ce soit pour des projets sociaux. Non, c'est le problème, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien là. Ils se sentent comme... Ils n'ont pas de voix, ils sont un peu abandonnés. Oui, vous pensez? Il y a des jeunes qui pensent ça? Des communautés ou tout azimut? Ben,
en général. Ah oui. Bien, alors, ça sera à nous de faire une démonstration du contraire, parce que les possibilités sont ouvertes ici. L'économie va bien, il y a de la place, il y a de l'emploi, il y a de la place pour des projets. Ce sera à nous de le démontrer encore plus, parce que s'il y a des jeunes qui pensent ça, c'est qu'on ne l'a pas démontré assez. Alors, Monsieur le maire, pour votre mot de fin, je vais vous laisser adresser un message fort. Cependant, le mois du soir des Noirs, Monsieur le maire, vous n'avez rien dit à propos du mois. Oh non, on en a parlé. On a fait une vidéo avec Irena Harris et David. Exactement, on en a suivi. Irena Harris et David, entre autres, oui, exactement. Et il y avait des initiatives qui étaient soutenues par la ville. Pour moi, c'est un très beau mois, donc j'en ai pas parlé parce qu'on est rendu en mars, mais oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est un mois qu'on doit souligner et continuer d'encourager, absolument, absolument. Monsieur le maire, nos web spectateurs, nos téléspectateurs vous écoutent. Oui. Votre message fort pour nous, pour le monde, pour les citoyens et citoyennes que nous sommes. Bien, on quitte cette 5e vague. On espère que ce sera la dernière, mais ça m'empêche, peu importe qu'il y ait d'autres vagues ou non, ça ne m'empêche pas de dire que je crois à cette ville. Je veux la bâtir avec vous. On a besoin de vous. Cette ville dans laquelle chaque actrice et chaque acteur, chaque citoyen et chaque citoyenne est important. Une ville inclusive, une ville riche, une ville prospère, une ville dont on traite des inégalités sociales, une ville où on est une équipe et dont on laisse personne derrière, une ville où, on peut dire ici, là, où il n'y a rien qui est impossible dans cette ville, une ville de Québec pour vous, avec vous, une ville de Québec grande et forte, une ville de Québec qui est riche, mais riche de son monde. Voilà, vous venez d'écouter le 38e maire de Québec, M. Bruno Marchand, qui nous a baladé à travers ces 100 premiers jours, son impression. Il nous a donné, bien sûr, autant de choses, autant d'éléments qui nous font croire qu'à Québec, on avance et on avance bien. Merci, Monsieur le maire, de nous avoir reçus. Merci de l'invitation. On nous espérer vous revoir très très bientôt, vu que les activités ont commencé. Oui. On espère vous inviter et on espère que vous serez là à nos activités. Oui, ben oui. Puis David aussi pourra faire l'objet d'une entrevue. C'est un gars extraordinaire. Absolument, absolument. Okay. Merci beaucoup. Allez, merci.